Merci, Monsieur le Vice-président. Contrairement à l'inquiétude émise par la délégation belge ici, énormément de progrès ont été réalisés ces dernières années sous le leadership de son Excellence le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'abord, l'accès à l'éducation, la gratuité de l'enseignement et la qualité de l'enseignement, héritière d'une situation de plus de 30 ans pendant laquelle le système éducationnel dans son ensemble a été laissé en errance. La République démocratique du Congo s'est dotée d'un cadre normatif assez audacieux dans le sens d'améliorer l'accès à l'éducation et d'améliorer la qualité de l'enseignement. Entre autres, les termes de l'article 43 de la Constitution qui rend l'enseignement de base gratuit et obligatoire, avec pour conséquence que 6 millions d'enfants, dont la moitié constituée de jeunes filles, retrouvent le chemin de l'école chaque année, réduisant ainsi les potentialités de la délinquance urbaine connue ces dernières années. L'allocation de 23% du budget national à l'enseignement, qui traduit la volonté du pays à assurer et à améliorer la qualité de l'enseignement et à formaliser ce droit l'un des plus sacrés de notre Constitution. L'allocation de moyens supplémentaires aux projets d'infrastructures ayant conduit à l'érection de plusieurs écoles et centres de formation professionnelle en faveur des populations, surtout des milieux ruraux, et la multiplication par 10 du nombre d'enseignants pris en charge par l'État et la construction de 5 universités en seulement 5 ans. Quant à l'accès aux soins de santé et droits de santé de la population, il y a cette politique généralisée de gratuité de la maternité et des soins de santé pour les tout-petits qui a été adoptée, et la mise en œuvre sur toute l'étendue de la République et le principe de l'universalisation de l'accès à la santé pour tous en cours d'implémentation. En ce qui concerne l'abolition de la peine de mort, on peut noter que la République démocratique du Congo est par essence un État abolitionniste. Depuis bientôt 50 ans, elle n'a pas exécuté la peine de mort, bien que consacrée par sa législation pénale, à l'exception de quelques cas perpétrés sous la coupe des troupes rwandaises lors de la gouvernance de la rébellion de 1997. La levée du moratoire sur la peine de mort est une mesure administrative qui n'a pas changé cette vocation. Elle se justifie dans un contexte d'une criminalité imbriquée, plus précisément d'une impunité généralisée dans les zones de conflit, en particulier, et des violences urbaines. Depuis la levée de ce moratoire, aucune exécution n'est constatée et le Parlement congolais travaille sur des mesures permettant d'éviter toutes sortes d'abus en cette matière. Sur ce qui est de la protection de l'environnement et des espèces naturelles et la lutte contre le changement climatique, c'est des principes auxquels la République démocratique du Congo tient absolument, malgré les abus actuels commis par l'armée rwandaise, plus précisément dans le parc de Virunga, où des espèces protégées sont livrées à des pillages inacceptables. La République démocratique du Congo s'inscrit dans la droite ligne de la lutte contre toute forme d'atteinte à l'environnement à travers ses instruments juridiques légaux, la protection de l'environnement et des espèces naturelles telles que prônées par ce pays, qui consiste à éradiquer toute atteinte ou à l'impossible à les réduire au maximum. C'est après avoir épuisé tous les mécanismes d'éradication et de réduction de toute forme d'atteinte à l'environnement que l'administration étatique applique le principe pollueur-payeur, notamment dans le cadre du Fonds forestier national qui a conduit au projet combien ambitieux de 1 milliard d'arbres prôné par le chef de l'État, mais aussi l'article 53 de la Constitution prône ce principe comme un principe irréversible de nos politiques nationales. Il y a eu dans les lignes la création de l'inspection des mines et l'Agence congolaise pour l'environnement. En ce qui concerne la législation et l'adoption des lois par le Parlement, depuis l'avènement de la nouvelle Constitution, la législation congolaise en matière de droits de l'homme est l'une des plus révolutionnaires, si pas du continent, mais du monde. Des thématiques très importantes ont été développées et formalisées en loi depuis une dizaine d'années et de manière très progressive en conformité avec les engagements internationaux du pays. L'on peut de manière non exhaustive citer la loi portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, la ratification de la Convention nationale des droits de l'homme, la ratification de la Convention nationale sur les droits de l'enfant, la réforme du code pénal qui redéfinit la notion de viol afin de protéger les filles de mariage précoce et non consenti,
l'adoption des lois sur les peuples autochtones, la loi relative à la protection de la responsabilité défenseur des droits humains, la loi sur la protection des personnes vivant avec handicap, la loi sur la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida et la loi sur la modalité d'exercice des libertés de presse, qui constituent un socle important de la volonté du pays dans son ensemble à faire triompher la cause des droits de l'homme. Quant au discours de haine qui n'existe nulle part en RDC, il n'est qu'une surenchère publicitaire des prédateurs de nos richesses qui tentent de s'attirer la sympathie internationale dans leur entreprise d'agression et de violation de tous les préceptes du droit international. Nous avons toujours invité les États qui en détiennent la moindre preuve à nous l'établir si nécessaire. La France a évoqué la problématique de la Convention contre la torture. Il convient de souligner ici qu'elle a été ratifiée par la RDC depuis le 18 mars 1999 et qu'elle est pleinement appliquée à l'exception des zones aujourd'hui occupées par les troupes rwandaises. En ce qui concerne l'égalité homme-femme, notre pays n'en souffre nullement pas, comme il peut être démontré qu'aujourd'hui, la Banque centrale du Congo est dirigée par une femme, le gouvernement est dirigé par une femme, le Conseil d'État de la République démocratique du Congo est dirigé par une femme, le bureau de l'Assemblée nationale est constitué en égalité 3 femmes, 3 hommes, à l'exception du président, et qu'il y a aujourd'hui 30% des femmes au gouvernement de la République démocratique du Congo, qui démontrent l'importance et la place reconnue à la femme dans nos institutions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier Vice-président. À présent, nous allons passer la parole à Monsieur Richard Lukunda. Monsieur le Vice-président et Président des séances, concernant la question des déplacés internes et des réfugiés, cette situation est la résultante des conflits armés récurrents et de l'agression armée dont la RDC est victime. En janvier 2024, on dénombrait déjà 7,3 millions de déplacés internes dans la partie est de la RDC. En fin septembre 2024, on comptait 1 63 997 réfugiés congolais dans les pays limitrophes et plus de 520 000 réfugiés étrangers vivant en RDC. Le gouvernement a achevé, depuis février 2022, le processus de ratification de la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique. En conformité avec le pacte mondial sur les réfugiés, le gouvernement demeure ouvert à participer aux rencontres tripartites HCR, RDC, Rwanda et reste disposé à recevoir tous ses ressortissants dans le cadre d'un retour volontaire respectant les conditions de sécurité et de dignité. Concernant la question de la patridie, la RDC a adopté un plan d'action national de lutte contre la patridie ainsi que 12 feuilles de route provinciales de lutte contre la patridie. Enfin, pour rencontrer la recommandation faite tout à l'heure par la Géorgie et le Saint-Siège, il y a lieu de noter que le processus d'adhésion aux conventions de 1954 et de 1961 relatives à la patridie reste une priorité pour le gouvernement. S'agissant de la protection des enfants, préoccupation exprimée tout à l'heure par la Tanzanie, le Burundi, le Mali et l'Inde, il s'y est de noter qu'un décret important a été pris le 20 octobre 2022 sur le fonctionnement du Conseil national de l'enfant. La RDC est partie à la Convention contre les pires formes de travail des enfants et à ce titre, elle suit de près la situation des enfants dans les mines artisanales. On a mis en place en mars 2020 une commission interministérielle ad hoc et la police minière poursuit son travail. Une loi récente du 26 décembre 2022 a par ailleurs renforcé la prévention et la répression de la traite des personnes.
S'agissant des violences sexuelles liées au conflit, une nouvelle stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur les genres a été adoptée en juin 2020. Les officiers de police judiciaire de l'unité de protection de l'enfant et lutte contre les violences sexuelles de la police nationale congolaise continuent à être formés. L'ordonnance loi du 11 septembre 2023, en lien avec la gratuité des frais de justice pour les victimes de violences sexuelles basées sur le genre, a été promulguée. Pour répondre à la préoccupation soulevée tout à l'heure par la Belgique, je signale que par décret du 22 février 2023, ont été institués en République démocratique du Congo des centres intégrés des services multisectoriels pour la prise en charge holistique des survivantes et survivants des violences basées sur le genre. Selon les données que nous avons recueillies en 2023, sur 66 236 cas rapportés de survivants de ces violences, 23 139 ont bénéficié d'une prise en charge médicale, 29 326 ont eu un accompagnement psychosocial, 10 260 ont bénéficié d'une réinsertion socio-économique et scolaire, et enfin 3 511 sont sous assistance juridique et ou judiciaire. Avec la promulgation de la loi du 15 juin 2023 relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme, la RDC se présente à ce jour comme le 5e État en Afrique qui vient de mettre en place un cadre légal spécifique pour ces acteurs sociaux. Cela renforce le travail de la cellule de protection des défenseurs des droits de l'homme qui est déjà installée au sein du ministère des Droits humains et permet à la Commission nationale des droits de l'homme d'interagir efficacement. Parlant enfin de la coopération avec les mécanismes des droits de l'homme, la République démocratique du Congo figure parmi les États du monde qui ont le plus ratifié les instruments internationaux et régionaux des droits de l'homme. Cet exercice va se poursuivre par l'examen au cas par cas des textes restants. Le gouvernement s'emploie par ailleurs à résorber tous les arriérés des rapports dus aux organes de traité des droits de l'homme. Quant aux rapporteurs thématiques, ils sont les bienvenus en République démocratique du Congo chaque fois qu'ils en font la demande au gouvernement de manière spécifique. Je vous remercie. Voilà, Monsieur le Vice-président, pour terminer cette série de prises de parole, je vais donner la parole à notre ambassadeur. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Et merci à tous les États qui ont posé des questions pertinentes et formulé quelques recommandations. En ce qui concerne la question des personnes vivant avec handicap, la promulgation de la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap constitue un progrès majeur réalisé par la RDC. Une campagne nationale de vulgarisation de cette loi a été lancée en novembre 2023. Très récemment, le 4 mars 2024, 4 décrets d'application de cette loi ont été pris en rapport avec la représentation de ces personnes, l'accessibilité, la mise en place d'un fonds national d'appui à l'autonomisation de ces personnes, ainsi que de facilités administratives et fiscales pour les organisations des personnes vivant avec handicap. Le gouvernement a par ailleurs soumis son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, de même que tout un ministère délégué a été retenu au sein du gouvernement pour suivre de près la protection des droits fondamentaux des personnes concernées.
S'agissant des populations autochtones, il y a lieu de noter la promulgation de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des personnes autochtones, des populations autochtones pygmées. Un programme national de promotion des droits de ces personnes a également été adopté et budgétisé à 1 183 198,5 $ américains au cours de l'exercice financier dernier. En ce qui concerne la lutte contre les discriminations et prenant appui sur les articles 13 et 14 de la Constitution, le gouvernement continue à prendre des initiatives nécessaires pour lutter contre toute forme de discrimination. Ainsi, il a été mis en place un programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. De plus, récemment, la RDC a soumis un rapport exceptionnel sur la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et s'agissant justement de cet aspect de protection des femmes, il s'est de noter que, sous couvert du ministère du Genre, Famille et Enfants, le gouvernement suit de près la question de leurs droits. Outre l'adhésion aux conventions internationales et régionales protégeant les droits des femmes, le gouvernement vient de procéder à l'installation en province du secrétariat du programme national de la résolution 1325, activité qui a été accompagnée de plusieurs sessions de formation. L'Office national pour la stabilisation de la famille a été aussi mis en place. Une feuille de route a par ailleurs été implémentée pour lutter contre les violences faites aux femmes pendant le processus électoral. Pour ce qui est de la participation des femmes à la vie économique et politique, il faut signaler que des efforts certains sont réalisés par le gouvernement concernant la participation des femmes dans les instances de gestion et de décision. Plusieurs magistrats femmes, comme cela a été rappelé, ont été recrutés et nommés par ordonnance présidentielle en 2023. D'autres le seront dans les tout prochains jours. Pour la première fois, cela a également été dit, le gouvernement est dirigé par une femme Premier ministre depuis le mois d'avril 2024 et que les statistiques de l'occupation des femmes au sein d'autres institutions ou d'autres structures au niveau du pays ont été tout à l'heure données par le premier vice-président de l'Assemblée nationale pour montrer comment la représentativité de la femme au sein des institutions est donnée. Et entre-temps, un projet de stratégie nationale de la participation politique de la femme à la gouvernance démocratique est en voie de finalisation. Je vous remercie. Monsieur le vice-président, comme vous pouvez le noter, même sur ces tribunes, nous avons 2 hommes et des femmes. C'est illustratif justement de la masculinité positive prônée par le président Tshisekedi. Je vous remercie. Merci. Merci, Excellence. Monsieur le Président de la parole, en premier lieu, je souhaite aborder la question de la liberté de la presse, qui est un des droits fondamentaux garantis par notre Constitution et plusieurs instruments internationaux que nous avons ratifiés. Une nouvelle loi a été rédigée et promulguée pour remplacer une loi vieille des 27 ans, l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication, laquelle consacre entre autres le droit d'accéder à toutes les sources publiques d'information et celles privées d'intérêt public et la sanction pour toute rétention non justifiée. Il s'agit de la garantie du droit de la personne qui livre une information à un journaliste professionnel de ne pas être poursuivi s'il exerce conformément à cette ordonnance-loi. Les droits d'informer et d'être informé, d'avoir ses opinions propres, d'exprimer ses idées et de les communiquer sans aucune entrave, quel que soit le support utilisé. L'objectivité, l'impartialité et le pluralisme dans les traitements et la diffusion de l'information dans les médias publics, le principe de droit de réponse ou des rectifications gratuites constituent des réparations. Il s'agit d'une garantie pour protéger des journalistes un préalable requis à toute poursuite judiciaire. C'est donc une loi plus protectrice des journalistes qui fait un pas vers la dépénalisation du délit de presse tant réclamé. Tous ces efforts nous ont fait gagner sous la direction du président Tshisekedi plus de 24 places dans les classements
l'établissement reconnu mondialement de Reporters sans frontières. Nous avons aussi fait de la redevabilité un pilier de l'action du gouvernement et de manière régulière, le gouvernement communique et authentifie ses canaux de communication pour lutter entre autres contre la propagation des fake news et autres désinformations. Il est crucial sur ces sujets de bâtir de plateformes gouvernement, médias, société civile et les géants des réseaux sociaux pour se prémunir des dégâts que peuvent causer les fausses informations à nos sociétés. La liberté de presse ainsi que la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté des réunions, la liberté des manifestations sont des droits consacrés par notre Constitution et dont la pleine jouissance est garantie pour tous les Congolais sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Fruit d'une longue lutte pour l'instauration de la démocratie, le président de la République démocratique du Congo demeure lui-même un fervent défenseur de ces blocs de droits et libertés qui sont les thermomètres de la température de la maturité de notre démocratie qui se consolide chaque jour. Ces libertés sont aussi garanties pour l'opposition politique dont les droits sont consacrés dans la Constitution et dans diverses lois de la République. C'est à ces titres que l'opposition est bien représentée dans les chambres parlementaires et le président de la République a plusieurs fois repris son engagement à voir le Parlement assurer l'effectivité du rôle de l'opposition conformément aux prescrits de la Constitution. À propos de la situation sécuritaire à l'Est qui constitue pour nous l'épicentre des crimes odieux et graves et situations de graves violations de droits de l'homme que les États membres ont abordé tout à l'heure, qui touchent à la fois les enfants, les femmes ou encore les journalistes qui sont pris pour cible, le gouvernement a défini une stratégie claire pour répondre de manière efficace à cette crise qui dure depuis plus de 30 ans, notamment en ayant un front militaire. Aujourd'hui, nous observons un cessez-le-feu. D'ailleurs, au moment où nous parlons, la ministre des Affaires étrangères se trouve dans le Nord Kivu où, dans le cadre de la médiation angolaise, on va mettre en place un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. Évidemment, nous recourons à la diplomatie parce que nous estimons que les crimes odieux commis dans l'Est de la RDC doivent être punis et sanctionnés, mais aussi le front économique qui nous permet, entre autres, d'identifier l'une des raisons principales de ces conflits. On travaille donc sur la traçabilité et on travaille en faisant donc les plaidoyers des actions à l'international pour que tous ceux qui s'approvisionnent dans les minerais des sans cessent de le faire, aussi sur le plan judiciaire, parce que si nous voulons que cessent les crimes commis dans l'Est de la RDC, il faut qu'il y ait une justice efficace et de ce point de vue, nous saluons la dernière action entamée au niveau de la Cour pénale internationale. Nous avons aussi un front médiatique parce que tout à l'heure on parlait des discours de haine. D'abord, il faut rappeler que la République démocratique du Congo est un pays peuplé d'à peu près 450 ethnies avec des foyers de tension. Donc il est nullement envisageable pour le gouvernement de soutenir d'une quelconque forme des discours qui incitent à la haine ou des discours qui incitent à la violence. Aux côtés de tous ces efforts que nous consentons, il y a un mécanisme de démobilisation et de réinsertion sur lequel nous travaillons pour nous assurer que tous ceux qui sont touchés tous ceux qui sont aujourd'hui dans les groupes armés puissent retrouver la vie civile. Et nous avons parallèlement créé une réserve armée des défenses qui pourra permettre, après un vetting, d'insérer les jeunes et tous ceux qui sont désireux de défendre, défendre la République démocratique du Congo qui est en proie à différentes menaces. Voilà les petits commentaires que je pouvais faire rapidement. Je voudrais passer la parole à la vice-ministre des Affaires étrangères qui va nous compléter sur certains points. Merci. Monsieur le vice-président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, à l'occasion de cette 47e session de l'examen périodique universel, je commencerai mon propos en affirmant que la protection des étrangers est essentielle pour le développement économique et la stabilité d'un État. Le traitement réservé aux migrants ainsi qu'aux réfugiés ou aux potentiels investisseurs présente des liens à la question de la protection des étrangers et à leur intégration. Le cadre juridique dans ce cas en RDC est organisé par des lois et plusieurs conventions internationales relatives aux droits de l'homme. L'étranger en situation de séjour régulier en RDC ne souffre pas de problèmes d'intégration et d'accès aux services sociaux de base. La xénophobie et les discriminations ont toujours été bannies en RDC, preuve d'une protection des étrangers garantie et de l'hospitalité du peuple congolais. En dépit de la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la RDC, le pays reste une attraction pour les investisseurs dans plusieurs secteurs. La protection des étrangers demeure un levier stratégique pour le développement en créant un environnement sûr et favorable. Monsieur le vice-président, concernant le droit à la paix et à l'intégrité territoriale de la RDC, nul n'est besoin de rappeler ici combien ce point est crucial pour la RDC qui souffre depuis des décennies des interventions étrangères injustes qui affectent sa stabilité.
Le droit à la paix est un droit fondamental et primordial au développement durable et à la sécurité des populations. Ce droit est malheureusement menacé par des violences armées. Les lois internes et les lois internationales soulignent l'importance de préserver l'intégrité territoriale, essentielle à la souveraineté nationale. À ce jour, les conflits, notamment à l'est du pays, sont exacerbés par des enjeux économiques comme l'exploitation illégale de nos ressources. En somme, le droit à la paix et à l'intégrité territoriale de la RDC est un enjeu complexe, nécessitant des efforts concertés par toutes les parties impliquées pour instaurer une stabilité durable et redéfinir la confiance envers les institutions étatiques. Monsieur le vice-président, parlant du séjour des étrangers dans les zones minières en RDC, leur présence est souvent justifiée par la nécessité d'expertise technique et de financement. Cependant, le cadre légal concernant le séjour et le travail des étrangers dans les zones minières est en constante évolution. Nous travaillons dans le sens de réglementer cette présence pour en même temps protéger les ressources naturelles et également assurer un développement durable de nos populations. L'entrée légale avec un séjour en conformité avec l'immigration congolaise est une garantie pour un étranger à travailler dans le secteur autorisé. Par contre, nombreux sont des étrangers qui s'engagent dans des activités minières sans autorisation, ce qui complique la régulation et la sécurité de ce secteur. La gestion de la présence des étrangers dans les zones minières en RDC nécessite donc une approche équilibrée, prenant en compte les intérêts économiques, les droits humains et la protection de l'environnement. Enfin, concernant l'orientation sexuelle et la protection des communautés LGBT dans mon pays, il est important de préciser que cette pratique ne fait pas partie de nos valeurs et de nos traditions. Toutefois, le noyau intangible des droits de l'homme est toujours observable à leur égard. Nous citons le principe de non-discrimination, le droit à la vie et l'interdiction de la torture. Monsieur le vice-président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, telle était l'économie de mon intervention. Je vous remercie. Merci Madame la vice-ministre. À présent, nous allons passer la parole à Madame Bébia Ikabou du Conseil supérieur de la magistrature. Monsieur le Président, mon intervention s'articule en 3 points. Les conditions de détention et de la surpopulation carcérale. Les deux réalités vont de pair en ce sens qu'en RDC, la concentration démographique dans les centres urbains avec comme conséquence l'augmentation de la criminalité qui dépasse la capacité des institutions pénitentiaires existantes. D'où la surpopulation carcérale. Pour y remédier, la loi prévoit les mesures telles que la libération conditionnelle, l'amnistie et la grâce présidentielle. Toutefois, pour désengorger les prisons très récemment, les instructions ont été données au gouvernement pour faciliter le transfèrement des personnes condamnées dans d'autres prisons à l'intérieur du pays, en sus de la réflexion à court terme des infrastructures susceptibles d'être transformées en prison aux normes des conditions internationales. En sus, la loi budgétaire de l'exercice 2025, en discussion actuellement au Parlement, prévoit des ressources financières importantes pour la construction des nouvelles prisons et la réhabilitation de celles qui existent. Un cadre légal a été mis en place avec la promulgation de la loi numéro 23/028 du 15 juin 2023 portant principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire et droits des détenus en RDC. Deuxièmement, le nombre de détenus préventifs dans les prisons. Les statistiques des détenus préventifs qui constituaient en juillet 2024 41% de la population carcérale se trouvent sensiblement réduites suite à la mise en place d'une commission permanente constituée de chefs de parquet et de hauts fonctionnaires publics sous l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions qui en assure la coordination. Troisièmement, la problématique de l'indépendance du pouvoir judiciaire et le renforcement des institutions judiciaires.
La Constitution de la RDC, en son article 149, prévoit le principe de la séparation du pouvoir et l'indépendance du pouvoir judiciaire. La couverture du territoire national a vu s'élargir récemment la cartographie judiciaire avec le recrutement de 5000 magistrats, dont 2500 déjà nommés et opérationnels, et les 2500 autres qui entreront en fonction dès l'année qui suit. Je vous remercie. Voilà. À présent, nous allons passer la parole à M. Patrick Menda de la Présidence de la République. Merci. Monsieur le vice-président, mon propos porte sur les efforts de la RDC en matière microphone pour l'orateur transitionnelle. La République démocratique du Congo est engagée dans un processus de justice transitionnelle pour répondre aux différentes violations des crimes de paix et de sécurité dont est victime sa population de manière générale et plus particulièrement celle qui subit les affres de la guerre lui imposée dans la partie est de son territoire. À la faveur de l'alternance au sommet de l'État, en vue de rétablir ces droits fondamentaux des citoyens, le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, a mis en place plusieurs solutions multiformes et multidisciplinaires destinées à redonner à l'État ainsi qu'à ses organes leurs attributs régaliens de l'exercice privilégié de promotion et de protection des droits humains. C'est dans ce cadre qu'il a travaillé à la mise en place du processus de justice transitionnelle pour améliorer l'efficacité de la lutte contre l'impunité des crimes de droit international et au renforcement des capacités du système judiciaire comme garantie de non-répétition, ce qui contribue à augmenter la confiance des populations dans les acteurs judiciaires et la sécurité. À travers cette action du président de la République, le gouvernement congolais marquait ainsi sa volonté inébranlable de mener la RDC vers une plus grande protection des droits humains. Cette volonté s'est matérialisée par plusieurs actions, notamment la création du Fonds national de réparation pour les victimes, la création de la commission interministérielle d'aide aux victimes et l'appui aux réformes en septembre 2023 pour appuyer la mise en œuvre des programmes de réparation et de réformes liées à la justice transitionnelle. Le lancement des commémorations du génocide congolais pour des faits économiques dénommé Génocoste le 2 août 2023 en mémoire des millions de victimes de ces atrocités. Je vous remercie. Monsieur le vice-président, merci. Thank you, Your Excellency. We will now... Merci beaucoup, Excellence. Nous allons à présent poursuivre notre dialogue interactif. Je passe la parole à la République dominicaine par message vidéo. Merci, Monsieur le Président. La délégation de la République dominicaine salue la délégation de la République du Congo et la remercie de la présentation de son rapport national. Nous accueillons avec satisfaction l'engagement du chef de l'État, pris en décembre 2023, de renforcer la protection des civils par la mise en place d'une politique de proximité et un exercice respectueux des droits de l'homme. Dans un esprit constructif, nous recommandons ce qui suit. Veiller à ce que les femmes victimes de violences sexuelles et de violences fondées sur le genre aient accès à des traitements médicaux
globaux. 2. Améliorer l'accès à la prise en charge médicale primaire de la population de manière générale et les déplacements internes en particulier. 3. Adopter des mesures de prévention nécessaires pour éviter les dommages et protéger les enfants durant les hostilités. 4. Veiller à ce que les enfants, garçons et filles, qui vivent dans les zones dans lesquelles des conflits persistent aient accès à l'enseignement. 5. S'assurer que les opérations militaires des forces armées de la République démocratique du Congo contre des groupes armés aient lieu dans le respect des règles de droit international humanitaire et des droits de l'homme. Je vous remercie. Merci beaucoup. L'Égypte a la parole. Merci, Monsieur le Vice-président. L'Égypte salue la délégation de haut niveau de la RDC. Nous saluons les efforts déployés pour mettre en œuvre les recommandations issues du 3e cycle de l'EPU, ainsi que les réalisations de ces dernières années pour promouvoir les droits de l'homme à tous les niveaux. Nous applaudissons tout particulièrement les efforts en matière de coopération internationale et régionale avec les différents mécanismes. Nous nous félicitons des engagements pris à l'occasion du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en particulier pour ce qui concerne la justice transitionnelle et les droits humains des femmes. Nous avons les recommandations suivantes. Poursuivre les efforts pour assurer la protection des femmes et lutter contre les violences faites aux femmes. 2. Améliorer la défense des droits de l'enfant. Et 3. Mettre fin à l'impunité et opérationnaliser le mécanisme de reddition de comptes. Je vous remercie. Merci l'Érythrée à la parole. Merci, Monsieur le Vice-président. Nous saluons chaleureusement la délégation de la RDC à l'occasion de ce 4e cycle de l'EPU. Nous nous félicitons des priorités en matière de droits humains fixées depuis le dernier EPU, telles que la création de quelques millions d'emplois et la mise en place de services sociaux renforcés, des soins de santé primaires. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre ses efforts en ce sens. Nous saluons également la loi pour la promotion des droits des personnes handicapées, des groupes vulnérables. Nous reconnaissons également les efforts déployés par le pays pour garantir le droit au développement par le biais de politiques et mesures législatives dans différents secteurs, y compris dans le secteur des industries extractives. Le gouvernement érythréen remercie la République démocratique du Congo de sa participation active à cette EPU et lui souhaite plein succès dans cette entreprise. Je vous remercie. L'Estonie a la parole.